Bienvenue à tous. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation à ce webinaire cybersécurité. Je suis Arthur Danger, directeur des solutions et services Netways et je suis accompagné de Julien Léger. Bonjour, donc Julien Léger, je suis directeur opérationnel chez Netways. Avant d'aller plus loin dans ce webinaire, je voulais revenir sur nos convictions. Donc pour nous, la donnée est l'une des ressources les plus précieuses. On se veut presque logisticien de la donnée au quotidien parce que pour nous, l'exploitation a un impact direct sur la performance de l'entreprise. La sécurité, la disponibilité et la simplicité d'accès à cette donnée doivent et sont aujourd'hui devenus des standards. Dans notre ADN, pour vous accompagner au quotidien, la proximité est primordiale. Partagez vos objectifs, partagez le quotidien de vos équipes, être aux côtés de vos équipes d'exploitation, aussi de vos équipes et de vos stratégies sont extrêmement importants et c'est ce qui nous permet d'être efficients au day-to-day. L'engagement aussi, l'engagement de nos équipes, notre engagement contractuel fait vraiment partie de notre ADN parce que l'efficacité doit vraiment être au cœur de nos préoccupations pour vous apporter les résultats qui sont les plus satisfaisants. L'expertise, enfin, c'est primordial. Notre expertise technique, notre expertise technologique, notre expertise opérationnelle et organisationnelle sont extrêmement importants puisque c'est ce qui va nous permettre d'être efficients à vos côtés. Netways accompagne les PME et les ETI depuis maintenant une quinzaine d'années en tant qu'opérateur IP à l'exploitation du réseau, en tant qu'hébergeur à l'exploitation des systèmes hébergés sur notre cloud privé, mais aussi en tant qu'intégrateur au sein de vos entreprises, sur vos buildings. Comme on aime à le dire, on est opérateur cloud avec une vision 360 degrés, non seulement du projet ou de l'exploitation, mais sur l'ensemble du cycle de vie de vos projets et des périmètres que vous nous confiez. Lors du dernier webinaire, nous avions abordé volontairement un aspect assez général pour vous présenter notre offre et notre vision. Notre offre de cybersécurité va de la protection de la donnée à l'accompagnement sur la communication, en passant par la protection des systèmes, la protection des réseaux, des accès et aussi des postes de travail. Une de nos bases et notre prisme passe par le référentiel DICT pour être très pragmatique. La disponibilité, l'intégrité, la confidentialité et la traçabilité de la donnée doivent être nos préoccupations, mais on doit avant tout rester en lien et très proche des réalités que vous traversez et des réalités de votre entreprise. Donc, c'est la raison pour laquelle on aime à dire que nous sommes très pragmatiques. Pour nous, la sécurité, ce n'est pas une opération coup de poing, c'est une action du quotidien. Lors du premier webinaire, on avait vu plutôt la sécurité sous l'aspect PRS sauvegarde. Pourquoi? Parce que chez Netways, on a une conviction. C'est pas si vous vous faites attaquer, mais quand vous vous ferez attaquer. Et quand vous vous ferez attaquer, il faut être prêt pour ce quand. Il faut être prêt à redémarrer, à repartir, à récupérer vos données, en fait, qui sont, comme le disait Arthur, la prunelle de vos yeux, en fait, de votre entreprise. Donc, le premier webinaire était très orienté PRA, sauvegarde, être prêt pour le quand. Dans ce second webinaire et sur la suite des webinaires, nous allons voir plutôt de comment repousser le quand une fois qu'on est prêt. Donc, on a un petit sondage pour vous, une petite question. Petite entrée en matière. Pour faire une entrée en matière, exactement. C'est selon vous, quel est l'élément central de la sécurisation de votre système d'information? Alors, normalement, en bas à droite, vous devez avoir de la plateforme, vous devez avoir une partie sondage qui vous permet de répondre à cette question. On va vous laisser quelques minutes pour répondre à cette partie. On a les réponses qui arrivent. On a les réponses, les réponses qui arrivent. On va attendre encore quelques secondes.
Encore une fois, c'est en bas à droite de la plateforme. Vous avez plusieurs onglets, chat, questions, sondages. Donc, il faut aller dans l'onglet sondage. Bon. On a eu quelques votes. C'est la gestion des accès qui a gagné. Alors effectivement, c'est un peu la thématique de notre sujet, ça tombe bien. Mais il n'y avait pas de mauvaise réponse. Toutes les réponses sont bonnes et toutes les réponses peuvent faire l'objet d'une thématique sur ce sujet. En fait, alors, on a choisi ces 4 thématiques-là, mais bien évidemment, il y en a plein d'autres. Mais c'est celle qui nous paraissait le plus centrale et le plus primordial et le plus simple d'accès. En tout cas, le premier point à mener, la première pierre sur le chemin qu'il faut effectuer sur la sécurité. Donc, on va faire un zoom effectivement sur la gestion des droits et des accès. Et notamment orienté Active Directory. Alors, c'est pas pour promouvoir un produit ou quoi que ce soit, c'est juste que c'est le produit qui est le plus utilisé dans la majorité des entreprises pour gérer les droits et les accès. Et c'est celui qui va permettre un plus large éventail de solutions satellites qui vont apporter une plus-value pour l'utilisateur, mais pour la sécurité aussi. Alors, quand on parle de système d'information, évidemment, le mot information est dedans et peut-être que la première chose dont tu peux nous parler, Julien, c'est de la façon dont Active Directory participe à la sécurisation des fichiers, des données dans l'entreprise. Alors oui, dans la plupart du temps, la plupart des entreprises, on va retrouver donc un serveur de fichiers. Alors on enfonce un peu des portes ouvertes, je suis d'accord, mais on va parler de, c'est une chose qui est importante parce que ce sont encore une fois les données, donc c'est la prunelle de votre entreprise, et on parle des fois de données qui sont plus sensibles que d'autres, comme des données RH, des données de paye, des données juste de vente aussi, ou de marché à attaquer ou de stratégie. On peut retrouver plein de types de données qui sont plutôt critiques. Donc là, moi, ce que je conseillerais, c'est de penser correctement son arborescence de fichiers pour pouvoir appliquer les droits, enfin tous les prérequis de base et des bonnes pratiques qui sont à savoir mettre des groupes en fait par arborescence, à la fois de lecture only, ce qu'on appelle des groupes en RO, ou d'écriture également, donc ce qu'on appelle des groupes RW. Et faire ça pour chacun des typologies de dossiers. Et le plus complexe, bien évidemment, c'est de maintenir ces droits sur toute la durée de vie et tout au long de la vie de l'entreprise et en fait, de votre serveur de fichiers. Alors maintenant, il y a des solutions un peu plus modernes, type SharePoint, OneDrive, qu'on va retrouver et qui vont permettre de gérer les droits un peu plus finement, mais on en parlera un peu plus loin. Le deuxième point autour de la sécurisation des ressources internes, c'est l'utilisation de tout ce qui est GPO, qui va être un point central et capital de la sécurisation de vos ressources internes. Pourquoi? Parce que ça va permettre d'un côté de faire des politiques de mots de passe pour vos utilisateurs. Je vous invite d'ailleurs à aller voir le guide que l'ANSSI a fait à ce sujet et qui est téléchargeable librement sur leur site. On vous mettra les petits liens lorsqu'on vous enverra la présentation après le webinaire pour aller télécharger ça, qui est très intéressant et qui permet de définir votre politique de mot de passe pour vos utilisateurs, la complexité, la longueur, la rotation, etc. Le deuxième point sur lequel GPO va être importante, c'est ce qu'on appelle le hardening. Alors c'est souvent quelque chose de moins courant, moins effectué dans les entreprises, mais pour autant primordial. Parce qu'en fait, les serveurs sont installés de base et sont embarqués avec tout un tas de services, de protocoles qui sont souvent inutilisés ou pas utiles en tout cas au service primaire du serveur et qui pourront être désactivés grâce à l'application de politiques de sécurité déployées par GPO. Là, pour vous guider, vous avez un très bon guide qui est fait par le CIS, qui est pareil, téléchargeable gratuitement. On vous enverra le lien également, qui permet et qui vous donne toutes les règles en fait techniques pour le coup à appliquer en GPO sur l'ensemble de vos serveurs. Alors, c'est pas appliqué bêtement et méchamment.
Par exemple, chez NetWest, nous, on a découpé ça en plusieurs lots, ce référentiel, ce guide. Un lot qu'on estime être applicable sur l'ensemble des sociétés ou des entreprises, des typologies de serveurs, sans aucun impact. Par exemple, la désactivation du splitter d'impression. Voilà. Sans Ce effet genre de de bord. choses, sans effet de bord. Et d'autres qui vont être plus complexes, comme la désactivation, par exemple, de l'exécution des scripts. Et donc, on a fait des lots qui nécessitent plus de personnalisation par client ou par typologie de serveur. Effectivement, l'exécution des scripts, ça paraît bête comme ça, mais vous pouvez très bien avoir un logiciel métier codé en interne ou édité par un éditeur tierce et installé on-premise sur vos serveurs et qui a besoin de ça pour fonctionner. Et donc, dans ce cas-là, vous coupez l'accès à votre applicatif métier. Donc, c'est des choses qui sont à déployer avec précaution, parcimonie et avec monitoring. Voilà, c'est hyper important parce qu'en fait, on constate que la sécurité, elle n'est pas seulement pour protéger, elle doit aussi, si elle est bien pensée, servir l'utilisation et les opérations au quotidien. L'administration, quand on utilise les GPO, elle est centralisée et elle permet d'industrialiser les déploiements. Ça, c'est quelque chose de très précieux pour les admins au quotidien. Et bien penser sa stratégie de droit sur les accès à l'entreprise, ben, c'est tout simplement redonner la maîtrise des données à l'entreprise. Parce qu'on n'a pas envie que tout le monde ait les données de paye, par exemple. Comme le disait Julien, on peut lutter contre l'espionnage industriel en protégeant les accès à telle ou telle information, telle ou telle stratégie. Donc voilà, la donnée, faut pas voir, la sécurité, pardon, ne doit pas être juste vue comme un frein aux opérations, mais vraiment aussi quelque chose comme qui peut supporter les opérations, voire même dans certains cas l'accélérer. Et c'est ce que l'on va essayer de vous démontrer tout au fil de ce webinaire. Une fois qu'on a parlé de l'authentification des ressources internes, naturellement, on va venir à la gestion du parc, puisque tout arrive par l'utilisateur. Et là encore, Julien, j'ai envie de te demander que peut faire l'Active Directory sur la gestion du parc. Ouais, donc la gestion du parc, enfin, déjà, dans un premier temps, tout simplement, ça permet de faire un inventaire du matériel que l'entreprise possède et qui utilise quel matériel. Alors, ça paraît bête comme ça, mais c'est une chose qui est importante pour savoir s'il manque un matériel qui s'est fait voler ou pas et qui y a accédé quand. Euh, dans les bonnes pratiques également, c'est bien de retirer les droits d'administration des utilisateurs sur les postes de travail. Alors, dans la pratique, parfois, c'est compliqué à appliquer, mais il y a des petites astuces. Mais pourquoi ça? Parce qu'en fait, les utilisateurs, j'en ai parlé dans le premier webinaire, mais sont le premier vecteur d'attaque des personnes, d'un logiciel malveillant, que ça soit par le phishing, que ça soit par un utilisateur qui malveillant en interne ou qui est tout simplement ignorant de la sécurité. Et du coup, la première action qu'un logiciel malveillant va effectuer, c'est essayer de s'étendre sur le reste de votre parc ou de vos serveurs. Et pour faire ça, il va avoir besoin des droits administrateurs locaux. Et donc, la première chose qu'il va faire, c'est tenter une élévation de droits. Et donc, si l'utilisateur n'est pas administrateur local de son poste, ça rajoute une première barrière qui est très importante pour ce type d'attaque. J'en parlais, donc les utilisateurs pas administrateurs locaux de leur poste. Comment ensuite donner un peu de flexibilité quand même aux administrateurs eux-mêmes du SI ou un utilisateur qui serait sensibilisé à la sécurité, c'est d'avoir son compte de bureautique et son compte d'administration en fait. Donc d'avoir deux comptes Active Directory pour le coup différents avec des privilèges différents. Si je prends mon exemple, j'aurai mon compte Julien Léger qui me sert à faire ma bureautique de tous les jours, à me connecter sur mon poste de travail, à traiter mes mails, à faire du web ou ce genre de choses. Et un compte administrateur Julien Léger qui me servira uniquement à faire tout ce qui est administration des PC de mes collaborateurs, par exemple celui d'Arthur, ou de mes serveurs, par exemple aussi. Donc c'est une ségrégation qui est importante à faire parce que ça va aller retarder un attaquant et dans le cas où un compte se ferait compromettre. Et on va voir
ça peut quand même aller assez vite par certains types d'attaques. Un autre compte qui peut être utilisé par un attaquant, c'est le compte administrateur local du PC, qui est propre à chacun des PC. Et là, Microsoft a fait une technologie qui est intéressante, qui s'appelle le LAPS, Local Administrator Password Solution, et qui va générer aléatoirement un mot de passe pour chacun des postes de travail et le stocker dans l'Active Directory. Donc, il n'est accessible que par un administrateur du SI et à usage unique. C'est possible que ce soit configuré pour que ce soit à usage unique. Donc c'est l'autre point qui va venir rajouter une brique de sécurité supplémentaire sur les postes de travail. Dans les bonnes pratiques également, pour les administrateurs, là plutôt, c'est d'effectuer l'administration des serveurs avec un autre poste que son poste de bureautique. Alors dans la pratique, encore une fois, c'est bien beau de dire ça, mais c'est des choses qui sont compliquées à mettre en œuvre, se balader avec des postes de travail, mais il existe des solutions qui sont simples à mettre en œuvre ou qui peuvent être simples, c'est des bureaux virtuels par exemple. Et un bureau virtuel pour faire l'administration et un bureau virtuel pour faire, et son poste de travail physique pour faire de la bureautique. Ça permet de rajouter une couche de sécurité supplémentaire puisqu'il faut être sur ce poste de travail virtuel pour administrer l'ensemble des serveurs et donc rajouter encore une étape pour un attaquant pour venir attaquer vos serveurs. Le deuxième point sur la gestion du parc, c'est tout ce qui est chiffrement des disques durs. En fait, un laptop, maintenant, la plupart des gens, des collaborateurs, je pense, fonctionnent avec des laptops. En tout cas, c'est l'usage qu'on voit chez la majorité de nos clients. Et du coup, les collaborateurs se baladent dans les transports, etc., avec leur matériel. Et du coup, peuvent se faire voler leur sac, le PC ou autre. Et un attaquant peut très facilement récupérer le disque dur et le monter et le parcourir. Et on le sait tous, les utilisateurs stockent généralement en local les fichiers sur lesquels ils sont en train de travailler, leur PowerPoint, leur contrat, ce genre de choses, et il peut se retrouver avec des données assez sensibles sur les postes de travail. Et là, Microsoft a mis en place BitLocker, qui va stocker la clé de chiffrement du disque, encore une fois, dans l'Active Directory, pour éviter justement ce type de choses. Alors pourquoi on fait un petit focus sur ces deux types de solutions? Parce que c'est des solutions qui sont au final intégrées à l'Active Directory et qui sont très simples à mettre en œuvre, mais qui apportent pourtant une bonne couche de sécurité supplémentaire. Ce qui est important là, c'est que en fait, l'administrateur, avant d'être administrateur, et tout administrateur qu'il est avant tout un utilisateur. Et même si l'utilisateur doit être impliqué et embarqué totalement dans la sécurisation et l'usage qu'il fait de l'outil informatique de l'entreprise, il n'en demeure pas moins que les outils qui sont mis en place par la DSI permettent de ne pas faire peser la responsabilité de la sécurité de la donnée uniquement sur ses épaules. Et ça, c'est important. Il y a plein de petites solutions simples à mettre en œuvre, comme le disait Julien, qui peuvent participer à ajouter des couches et justement repousser ce camp. Donc, on a vu la gestion du parc, on a vu la gestion des ressources internes. Avec l'arrivée du Covid, avec la démocratisation d'Internet, un nouveau phénomène est devenu vraiment hyper répandu et a envahi notre quotidien, c'est le nomadisme. Comment l'Active Directory peut nous aider sur les aspects nomades? Alors, il y a plein de choses à faire sur l'aspect nomadisme. Le premier point, c'est qu'on voit dans les mœurs de plus en plus d'applications SaaS qui se développent et qui sont prises au sein des entreprises, pas forcément par la DSI, mais qui peuvent être prises par d'autres fonctions métiers, marketing, commercial, RH, et qui sont pris des fois sans passer par la DSI. Et donc, l'un des inconvénients de ces applications SaaS, c'est que la gestion de l'authentification est la plupart du temps décentralisée de l'Active Directory et gérée nativement dans l'application SaaS. Alors, pourquoi c'est un problème? On voit régulièrement, je vois régulièrement dans mon expérience,
des processus d'offboarding notamment qui sont mal faits ou des applications SaaS qui sont prises dont la DSI n'a pas connaissance. Et du coup, un collaborateur qui a quitté la société se retrouve à avoir des accès à des données ou profiter de logiciels aux frais de l'entreprise, au final, alors qu'il a quitté celle-ci. Pour ça, il y a donc une solution qui s'appelle l'ADFS qui permet de faire en fait du SSO sur les applications SaaS et de centraliser l'authentification du coup de l'application avec vos comptes Active Directory. Alors c'est un point important du coup parce que ça simplifie le process d'offboarding pour vous, mais ça simplifie aussi l'accès pour les utilisateurs qui n'ont qu'un seul compte finalement à retenir et non pas plusieurs. On va voir aussi que ça permet aussi de déporter certains mécanismes de sécurité liés à l'authentification, tels que le MFA, Double Factor Authentication, alors que l'application SaaS peut ne pas le gérer nativement. Le deuxième point sur le nomadisme, c'est la partie accès finalement au SI Internet, aussi interne au travers d'un VPN. Vous mettez sûrement à disposition un VPN SSL, ce qu'on appelle nomade, à vos collaborateurs pour qu'ils puissent accéder en fait à vos ressources depuis n'importe quel réseau public. Depuis un restaurant, depuis chez eux, depuis chez leurs clients, enfin depuis vos clients. Mais ce qu'on oublie aussi, c'est qu'avec la démocratisation du télétravail, ces logiciels de VPN et de clients VPN sont plus souvent installés par les collaborateurs sur leur propre matériel, sur leur PC personnel, avec lesquels ils vont peut-être faire du téléchargement illégal, ils n'ont peut-être pas d'antivirus, en fait, un PC que vous ne maîtrisez pas. Et donc, par rebond, va venir attaquer votre SI au final sans que vous le sachiez, sans que vous soyez au courant. Là-dessus, la solution VPN, en tout cas que nous, NetWest, on a choisi et on propose, permet de faire ce qu'on appelle du host checker. Et je vous invite vivement à vérifier si votre logiciel VPN fait ça également, qui permet de vérifier si le poste de travail utilisé et sur lequel le client VPN est installé est conforme à votre politique de sécurité. Donc, on peut vérifier, par exemple, s'il y a un antivirus, si l'antivirus est à jour, si le PC a bien ses mises à jour, s'il a du chiffrement. On peut vérifier tout un tas de choses. Le VPN va aussi ajouter une couche, va permettre d'ajouter une couche de sécurité supplémentaire avec le MFA. On peut rajouter du MFA sur du VPN. Et donc, faire en sorte que le client VPN, finalement, ne soit utilisé que par la personne que l'on souhaite. Et non pas, par exemple, je pense à des PC familiaux qui sont partagés avec les ados, les enfants, ou ce genre de choses. On ne sait jamais. Tu sous-entends que les adolescents seraient capables d'utiliser le laptop de papa. Merci beaucoup. Encore une fois, là, ce que l'on peut voir, c'est que la sécurité sert le confort des utilisateurs au quotidien. Un seul login, un seul mot de passe à rentrer et vous avez accès à l'ensemble des applications. Pas de complexité. Vous maîtrisez les applications, qu'elles soient dans votre SI ou qu'elles soient hébergées en mode SaaS. Et encore une fois, le VPN, qui est avant tout un organe de chiffrement des flux, vous permet d'aller checker la santé ou en tout cas la conformité du poste de travail. Une nouvelle fois, la sécurité peut servir les opérations et la preuve en est avec les éléments que l'on vous a présentés. Une fois qu'on a vu les accès nomades, évidemment, on peut arriver aux ressources externes, puisque Julien vous a présenté ce qui nous permet d'arriver à l'authentification multifacteur et toutes ces choses-là. Donc, le premier point, on a déjà un peu parlé, abordé le sujet, c'est l'authentification multifacteur. Pourquoi le multifacteur est important? En fait, c'est très facile de compromettre un compte utilisateur. Aujourd'hui, on a des attaques qui sont considérées comme courantes, le phishing. Je pense que vous en recevez tous les jours, avec des liens dedans qui vous disent veuillez accéder à tel document qui ressemble à un SharePoint, un document partagé et qui va demander l'authentification de l'utilisateur. Et hop, donc le login et mot de passe sont fuités et par rebond, les attaquants vont essayer de connaître et envoyer
donc se connecter au compte de l'utilisateur et renvoyer un mail à tous ses contacts et ainsi de suite. Et récupérer comme ça tout un tas d'identifiants de votre société, de vos partenaires, de vos clients, et ainsi de suite. Mais ça marche dans l'autre sens, ça peut venir de vos fournisseurs, de vos clients, etc. Donc le multifacteur permet justement, en cas de compromission de ce mot de passe d'un utilisateur qui serait au final juste, il ne dit plus rien au final, bah, permet de bloquer en fait la connexion de l'attaquant et donc l'empêche d'aller plus loin sur cette deuxième étape de rebond en interne chez vous, chez vos clients, chez vos prestataires, etc. On ne se contente pas d'un seul login mot de passe, on multiplie le nombre de facteurs. Par soit ce qu'on appelle des tokens, donc ça va être des petites clés physiques qui vous donnent un numéro, un OTP qui est généré sur une application, maintenant, je sais pas, Google Authenticator, Microsoft Authenticator, il y en a plein, ou des solutions un peu plus poussées, comme ce que nous on propose, qui est Duo, où il y a une application complète, on peut faire par SMS, par call, ou juste une push notification avec un bouton dans vos notifs de téléphone mobile, par exemple. Ça m'emmène sur le deuxième point, qui est l'aspect 365. Donc, la plupart des entreprises sont maintenant soit sur du Gmail, soit sur du 365, en tout cas sur de la messagerie dite avec des serveurs en ligne ou dans le cloud. Sur la messagerie, il y a deux aspects importants. Il y a l'envoi et la réception. Pour l'envoi, vous avez des billes qui sont à votre disposition pour dire qu'un mail provient bien de votre entreprise, de votre domaine. On va parler d'enregistrement de type SPF, DKIM ou des marques. SPF qui va plutôt dire au serveur de réception mon serveur mail est bien autorisé à envoyer des mails en mon nom. Donc ça fonctionne sous format de whitelist. DKIM, c'est plus avec une signature via un certificat qui authentifie que le mail provient bien de ce serveur-là physiquement. Et le DMARC va plutôt donner des statistiques et donner des directives au serveur mail de réception pour dire tous les mails en final qui ne proviennent pas de mes serveurs, tu peux les killer, enfin, tu peux les delete, tu peux les sans aucun problème. Le deuxième aspect, du coup, c'est plutôt la réception. Donc, la sécurité mail se base beaucoup sur la vérification que font les serveurs de réception. Donc, avant d'appliquer ce dont je parlais, par exemple pour le DMARC en disant kill tous mes mails, assurez-vous que vos fournisseurs font les bonnes vérifications de leur côté sur les mails que vous leur envoyez, en fait. Parce que s'ils ne font aucune vérification, le jour où vous allez appliquer ça, tous les mails passeront à la trappe. Du coup, le deuxième point, c'est sur la réception. Sur la réception, vous avez plusieurs aspects qui peuvent être faits sur Office 365. Le premier, et que je vous préconise, c'est tout de suite, qui est gratuite, c'est d'activer les bannières sur les mails provenant de l'externe. Pourquoi c'est important de faire ça? C'est que dans la plupart des phishing qu'on voit aussi à l'heure actuelle, qui sont passés pour des gens de votre entreprise par exemple, c'est que le nom de domaine, en fait, ils inversent deux lettres. Donc, pour des personnes qui font pas spécialement attention et sur lesquelles on lit vite, parce que le cerveau humain est bien fait et reconstitue des mots connus, et ça passe inaperçu. Et ça passe inaperçu, et donc vous aurez beau faire de la sensibilisation auprès de vos utilisateurs, c'est quelque chose qui peut très facilement passer à la trappe. Avec cette bannière, en fait, vous avez une bannière sur tous les mails que vous recevez en disant ce mail provient de l'extérieur, et là, il n'y a plus la possibilité d'ignorer cette chose. Enfin, voilà, ça augmente l'attention des utilisateurs. Donc, encore une fois, on aide l'utilisateur à être plus vigilant sur la sécurité. Le deuxième point, où là, ça va nécessiter plutôt des licences Defender, de type Defender, c'est comme ça que ça s'appelle sur Office 365, où ça permet d'aller encore plus loin sur tout ce qui est phishing. Ça va permettre de scanner les mails entrants, ça va réécrire toutes les URL des mails, par exemple, et au moment où un utilisateur clique à la volée, va aller vérifier la réputation du lien qui est contenu dans le mail.
et du coup empêcher les attaques de type phishing dont je parlais avant, et de se retrouver sur un site et de devoir demander à rentrer les identifiants pour un utilisateur. Donc c'est tout un tas de protections supplémentaires qui sont en place. Le dernier point, c'est la sensibilisation utilisateur. Il n'y a rien qui remplacera la sensibilisation des utilisateurs. Il y a certains types d'attaques par mail qui malheureusement ne peuvent pas être prévenus autrement. Type les fraudes aux fournisseurs, où un fournisseur vous contacte en disant que c'est le fournisseur qui s'est fait usurper son adresse mail parce que justement il n'a pas mis en place toutes les protections que je viens de citer, et qui vous dit à vos utilisateurs merci de changer mon RIB, voilà mon nouveau RIB. Et là, comme c'est votre prestataire, votre fournisseur qui s'est fait usurper son identité parce qu'il n'a pas mis en place les bonnes sécurités, vous ne pouvez pas le détecter parce que finalement, l'adresse mail est vraie, tout est vrai. Il n'y a que le RIB qui est faux et qui correspond à un RIB d'un attaquant. Et donc là, bien penser à sensibiliser vos utilisateurs sur ces bonnes pratiques. Et du coup, Defender permet aussi de faire des tests de phishing de plus poussés pour vous aider dans cette sensibilisation-là. Alors, merci Julien pour cette partie-là. Je suis désolé parce qu'à partir de maintenant, on a bien vu qu'on avait dépassé un petit peu le créneau, donc on va essayer d'accélérer un petit peu plus. Julien, est-ce que tu peux nous parler aussi du rôle d'Active Directory dans la sécurisation d'une fonction qui est beaucoup plus régalienne et qu'on connaît mais qu'on n'a pas vu là, c'est le réseau local. Effectivement, ça peut aider également à la sécurisation du réseau local. Tout le monde a cette problématique. Qu'est-ce qui se passe si j'ai un utilisateur qui se connecte sur un RJ45 qui est libre? Il faut que je désactive le port sur mon switch. C'est problématique. Ça veut dire que si quelqu'un bouge, il ne peut pas se connecter n'importe où, etc. Pour aider à ça, il y a ce qu'on appelle l'authentification 802.1x sur les réseaux, qui permettent, grâce soit à l'authentification login mot de passe classique, de pouvoir se connecter au réseau local avec son compte, enfin de vérifier en tout cas l'utilisateur qui est connecté au réseau, que ce soit du Wi-Fi ou de la prise RJ45. Mais également, pour aller plus loin, on peut faire ça via des certificats qui seront du coup préalablement installés par un administrateur sur le poste local. Et dans ce cas-là, c'est totalement transparent pour l'utilisateur. Et donc, l'utilisateur va pouvoir se connecter sur une prise RJ45 sur un Wi-Fi de manière transparente et avec sécurité. L'autre aspect dans ça, c'est que bien souvent, on retrouve de la ségrégation réseau, donc des VLAN, en fonction de la typologie d'utilisateur. Des RH vont être dans un VLAN, ou chez nous, par exemple, les ingénieurs sont dans des VLAN différents, ou les développeurs. Voilà. Vous allez avoir comment dire, des micro-segmentations en fonction de votre population. Et avec cette authentification, en fait, on va identifier l'utilisateur et pouvoir directement lui attribuer le bon VLAN, le bon réseau, en fait, avec tous ses droits, ses ouvertures, etc., qui vont bien à la volée. C'est-à-dire qu'un utilisateur, Julien Léger, va se connecter sur une prise RJ45, j'aurai mes accès réseau liés à moi, et Arthur, qui se branche sur la même prise réseau, aura ses accès à lui, qui sont différents des miens. Donc, ça répond aussi à la problématique de qu'est-ce que je fais, est-ce que je dois bloquer mes ports, est-ce que je dois couper tous mes ports réseau sur mes switches. Là, non, vous n'êtes pas obligé parce que par défaut, on peut très bien dire soit c'est dans un VLAN qui n'a pas accès à Internet, il n'y a aucun port qui est ouvert, et dans ce cas-là, quelqu'un de malveillant qui n'aura pas votre certificat se connectera et n'aura accès à rien. Au final, il n'aura même pas d'IP parce qu'il n'y aura pas de DHCP ou quoi que ce soit, et sera bloqué au final. Donc, on peut très bien gérer la sécurité physique de cette manière-là, au travers de l'Active Directory, de l'authentification, etc. Encore une fois, on est plus mobile au sein des espaces, on retrouve tous ces droits, donc ça sert les opérations. On est en termes de sécurité moins soumis à la pénétration d'un inconnu dans les espaces. Vous accueillez quelqu'un, vous n'avez pas à vous soucier de savoir si oui ou non il peut se connecter en RJ45. Il n'aura accès que s'il est autorisé. Et le cas échéant, il sera peut-être routé vers un réseau invité pour avoir un simple accès Internet. Voilà, ça nous permet encore une fois, grâce à des petites briques assez simples à mettre en œuvre, de faciliter l'usage et le quotidien des utilisateurs.
On a voulu ensuite vous dresser un panorama. On vous l'a dit, hein, pour nous, l'Active Directory est central et permet d'adresser les fonctions phares pour l'utilisateur, en tout cas du système d'information, que sont les ressources internes, la gestion du parc, l'accès nomade, l'authentification au réseau, l'authentification aux ressources externes. C'est important pour nous d'avoir une vision à 360 degrés et c'est d'ailleurs ce que l'on essaye de mettre en place sur notre offre. Netwise donc, comme on vous le disait, opérateur, hébergeur, intégrateur. Nous offrons des services autant sur la partie réseau que sur la partie cloud ou la partie sécurisée, à chaque fois managée. L'idée est de remonter et de vous remonter les données qui sont importantes pour vous permettre de piloter votre business et de piloter vos opérations au plus proche de vos terrains et de vos métiers. Notre accompagnement, et surtout en termes de sécurité, commence par un état des lieux. L'objectif pour nous est de comprendre ce qui est important pour vous et de vous aider à co-construire un plan d'action. Et comme on aime à le dire, la sécurité, c'est avant tout affaire d'amélioration continue. C'est ce que mettent en place et ce que vérifient beaucoup de normes et de certifications telles que ISO 27001. La sécurité, c'est une affaire du quotidien, ça évolue en même temps que vos besoins, en même temps que vos objectifs, que vos enjeux, même votre contexte concurrentiel. Voilà, c'est des choses qui doivent être revues et améliorées au fil de l'eau et c'est avant tout une affaire d'organisation et pas seulement d'outils, pas seulement d'humains, mais un ensemble de choses et qui doivent nous permettre et vous permettre de sécuriser votre système d'information. On a été volontairement dans le deep. Oui. Et on était volontairement dans le deep dans cette deuxième partie. On aimerait organiser d'autres webinaires un peu sur plusieurs thématiques. Donc, on vous propose de répondre cette fois-ci dans le chat, donc en bas à droite, à cette question. En fait, quel sujet vous aimeriez nous voir aborder sur les prochains webinaires? Et toutes mes excuses pour le timing. La prochaine fois, ça se reproduira plus, mais on a eu un vrai contretemps sur la plateforme. Désolé pour ça. Après, ça fait peut-être un petit moment que l'on vous retient. Vous aviez prévu une demi-heure, toutes nos excuses, 10 minutes de dépassement. Ce que je vous propose, c'est peut-être de clôturer là notre webinar. Nous allons de toute façon par la suite, d'abord merci pour votre attention. Nous allons de toute façon par la suite vous envoyer un mail avec la présentation, l'ensemble des liens qu'a évoqué Julien sur les bonnes pratiques, sur les préconisations que peut avoir l'ANSSI ou les différents organismes. Et de toute façon, merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt. Merci à tous. Merci.